de Walf TV et FM. Bienvenue à votre émission Duel qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui, comme chaque semaine, des hommes politiques pour commenter, décortiquer l'actualité politique nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur ce ton qui monte entre Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République du Sénégal, et son successeur, M. Macky Sall. Comme vous le savez, il continue. On avait pensé qu'ils avaient baissé les armes, qu'ils avaient fait la paix des braves depuis un certain temps. Mais depuis le meeting du 21 novembre dernier, le ton est monté. On sent qu'il y a de l'électricité dans l'air, puisque, comme l'a dit Maître Abdoulaye Wade hier en conférence de presse, il a dit, je le cite, « Nous allons vers la confrontation ». Alors, un deuxième thème pour cette émission, nous allons aussi parler de la francophonie. Le 15e sommet oblige. La francophonie, une autre forme de colonisation. Nos invités vont répondre à la question. Parmi les invités, nous allons citer donc le docteur Abdourahmane Kane. Il est membre de la convergence des cadres apéristes, des cadres de l'APR. Monsieur Kane, bonjour. Bonjour, Georges. Donc, juste peut-être une précision, je suis membre de la convergence des cadres, mais aussi du réseau des enseignants universitaires. Du réseau des enseignants de l'APR, merci. Les deux structurels. Ok, merci. Avec lui, sur ce plateau, nous recevons le professeur Abdoulaye Di Abdou Mbacké Diouf. Il est le secrétaire général de la convergence patriotique pour la justice et l'équité NLR. Professeur, bonjour. Bonjour, Georges. Alors, je vais me tourner vers vous, monsieur Kane, docteur Kane. Alors, vous avez senti le ton monter entre les deux présidents, l'ancien président Abdoulaye Wade et son successeur, monsieur Macky Sall, qui est votre leader d'ailleurs. Alors, comment expliquez-vous donc cette atmosphère électrique? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs. Avant tout, j'ai l'habitude de le dire, hein, le Sénégal, c'est pour le peuple sénégalais. Et en tant qu'homme politique aussi, on doit avoir des convictions et aussi œuvrer pour la bonne marche et le développement de ce pays. Et on ne peut pas souhaiter aujourd'hui certaines situations catastrophiques qui se sont déroulées en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Donc c'est la situation la plus récente. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase proprement politique que Abdoulaye Wade a lancée envers le régime du président Macky Sall. Et en écoutant son discours, il est vrai que j'ai été très étonné par le fond et par la forme. Par le fond, ça veut dire que j'avais beaucoup d'estime, et j'ai toujours d'ailleurs beaucoup d'estime pour le président Wade, comme tous les membres de l'APR d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fustigé certaines réactions au sein même de mon parti. Parce que je crois que quand on est un politicien responsable, il y a des dérives où il y a ce qu'on appelle la ligne rouge à ne pas dépasser, aussi bien de la part de l'opposition que de la part du parti. C'est dangereux pour un État, on a vu les précédents et je crois qu'il faut savoir raison garder. Le président Abdoulaye Wade, j'ai été étonné par son discours parce que tout simplement il a dépassé ce que moi j'appelle la ligne rouge. À la limite, c'était l'insurrection. C'est un opposant, je crois qu'il a beaucoup fait pour le Sénégal, il a beaucoup fait pour la jeunesse que nous incarnons. Il a beaucoup fait aujourd'hui en tant que président de la République. Il a beaucoup fait également par rapport à l'image du Sénégal à l'international. Et pendant 12 ans, je pense, au-delà même de 12 ans, pendant 26 ans d'opposition, 12 ans de pouvoir, ce qui m'a étonné, c'est qu'il attend jusqu'à cette période où pratiquement on devait même organiser une cérémonie pour le remercier pour sa retraite. Et qu'au bout, à l'aube, ou bien, disons au crépuscule de sa vie, aussi bien politique que générale, qu'il puisse avoir certaines attitudes. Moi, personnellement, ça m'a choqué et ça m'a étonné de sa part. D'abord, ce qu'il a dit sur le contenu, maintenant, je parle du fond. Le fond aujourd'hui, c'est que la situation du Sénégal est telle qu'il y a un déphasage entre son discours et la réalité qui se passe dans ce pays-là. Et je crois que s'il y a un pays aujourd'hui pour lequel on n'a pas le droit de détruire, on n'a pas le droit de créer une insurrection, c'est bien le Sénégal. C'est l'un des rares pays où au moins on peut faire quitter un président par les cartes. Et je crois que ce qui reste aujourd'hui, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans. On est à un mandat pour 5 ans. Il y a les 2 ans et demi qui sont déjà partis. On est pratiquement à 2 ans des élections. Donc je ne vois pas aujourd'hui une raison principale pour créer une insurrection, pour anticiper des élections, pour parler de marcher sur le palais.
Et le contexte sénégalais est différent. Moi, ça me fait peur. Lui, il estime que le président Macky Sall a échoué sur toute la ligne et que pour abréger les souffrances des Sénégalais, c'est ce que je disais hier. Des élections anticipées. C'est ce que je disais hier à un responsable politique du PDS. Et je lui rappelais du temps où je leur faisais le cours sur ce qu'on appelle la communication insurrectionnelle, ou bien ce qu'on appelle les spin doctors. Donc aujourd'hui, le président Wade, son style de communication, c'est une communication subversive. Hein. Moi, personnellement, en l'écoutant, en homme politique, je le comprends. Mais est-ce que la population aujourd'hui comprend aujourd'hui son style de communication? Dans la communication subversive, on n'insiste pas sur les faits, on n'insiste pas sur la réalité. On essaie juste aujourd'hui de galvaniser, à la limite, ses partisans. Je dis bien ses partisans. On essaie de déformer l'information, on essaie de manipuler l'information pour dire une autre réalité, n'est-ce pas, de contraire, je dis bien qu'il y a un déphasage avec la réalité que nous vivons. Comme je l'ai dit, le président Macky Sall, nous sommes là en tant que membres du parti, mais nous sommes également des sentinelles. Nous sommes des intellectuels, il y a des choses que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui, et ça je crois que le Sénégalais l'a dépassé. Des dérives, on ne peut pas avoir des dérives dans ce pays-là, et se taire, ou bien alors féliciter ou suivre. On a pris le pouvoir pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je l'ai dit bien, aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, la réussite c'est une destination. On ne peut pas dire que tout a été réussi quand même. Mais il y a, si on compare le mandat du président Macky Sall, avec les réalisations quand même qui ont été faites, moi je crois qu'aujourd'hui, il mérite des encouragements, il mérite que tout le peuple sénégalais, parce que c'est le président de tout le Sénégal. Aujourd'hui, il ne peut pas réaliser une chose et qu'on appelle les gens de la paire pour dire, venez partager ce que le président, les gains que le président a réalisés. Quand il réalise une route, quand il réalise un hôpital, il n'y a pas de différence entre le gars de la paire et le gars du PDS. Donc c'est pour tout le monde. Et s'il échoue également, malheureusement, ce n'est pas seulement les membres de la paire qui vont perdre, c'est tout le Sénégal. Et je le dis aujourd'hui, en 2 ans, vous prenez ce que, et je le compare souvent avec eux aujourd'hui qui crient, moi j'ai l'habitude de le dire, de 2000 à 2004, le président Abdoulaye Wade est resté au pouvoir pendant 4 ans, mais pendant 4 ans, je dis bien, on ne peut pas nous sortir une seule route, un seul puits où on dit que ça c'est la réalisation du président Wade. Et il a fallu que le président Macky Sall soit Premier ministre, que lui-même, en tant que président de la République, Maître Abdoulaye Wade, pour qu'il se mette devant les Sénégalais et leur dire, pour une première fois, j'ai un homme, n'est-ce pas, qui réalise ma vision de manière concrète. Parce qu'il a eu 3 ministres, 3 ou 2 premiers ministres avant le président Macky Sall, mais c'est lui-même qui l'a plébiscité. Et pour revenir aujourd'hui, quand il dit qu'aujourd'hui le président Macky Sall n'a pas réalisé, je dis ça, c'est faux. Il oublie que quand il quittait le Sénégal, Abdou, quand il quittait, M. Diouf, quand il quittait le pouvoir, on était à 5% de croissance. Lui, quand il quittait le pouvoir, on était à 1%. Aujourd'hui, le président Macky Sall, vous prenez, comme j'ai l'habitude de le dire, les denrées de première nécessité, c'est insuffisant, c'est bon, mais l'essentiel, au moins, il y a eu un effort qui a été fait là-dessus. Vous prenez aujourd'hui les impôts, il y a eu un effort. Moi, je ne suis pas avec les gens qui disent que oui, c'est insuffisant ou ça ne représente rien. On juge une personne par rapport à ce qu'elle a eu à réaliser. C'est une réalisation. On prend la location. On va me parler maintenant du fond du problème, mais l'essentiel, pendant 12 ans, les gens ne l'ont pas fait. Ils ont reçu la commission d'enquête de maître du professeur Ibader Thiam. Abdoulaye Wade ne l'a jamais voté. C'est avec le président Macky Sall que la location a été diminuée. Je reviens sur la santé, n'est-ce pas? Sur la santé, avec la couverture médicale universelle. Ça aussi, c'est un point, n'est-ce pas? Et ça, c'était la première étape. Ouais, l'éducation... Vous n'allez pas nous faire le... Non, c'est parce que c'est important. Parce que vous m'avez posé une question, vous m'avez dit qu'il dit que rien n'a été réalisé. Moi, je vous dis aujourd'hui, pour dire que c'est faux, il faut que j'argumente. J'ai parlé de la santé et l'éducation. On n'a pas encore eu 8 mois de grève où les professeurs n'ont jamais été en salle, n'est-ce pas? Et qu'il n'y ait pas de cours. Maintenant, il y a des couacs. Et c'est normal parce que le développement se fait dans la souffrance. Vous prenez les infrastructures. Je ne parlerai même pas aujourd'hui des infrastructures. Et ça, c'est en 2 ans. Vous prenez aujourd'hui même les indicateurs internationaux. Doing Business. On a eu le classement que nous avons obtenu, c'est grâce à des efforts. Le dernier rapport de la Banque mondiale du FMI sur la compétitivité en Afrique, aujourd'hui, le Sénégal est premier en termes de compétitivité. Je dis bien premier devant la Côte d'Ivoire, devant d'autres pays. Les banques de développement ont été créées, notamment la BNDE, le FONGIP, le FONGIF, le FONGIS, le FONGIP, etc., etc. Vous prenez dans d'autres secteurs aussi stratégiques, n'est-ce pas, que ce soit l'immobilier. Vous avez vu également ce qu'on appelle le projet de la cité de l'émergence. Vous avez vu le projet de la nouvelle ville que nous avons initié et en démarrant par le bâtiment de la francophonie, que les gens n'ont pas compris. Pourquoi on prend un grand bâtiment pour le mettre dans
un espace vide parce que c'est le début justement de la réalisation, n'est-ce pas, d'une ère géographique. Je reviens vers vous, docteur c'est pour vous dire, et là vous remarquez dans ce cas, oui. Pour parler des réalisations du président Macky Sall, on peut rester 2 jours je reviendrai vers vous. Monsieur, professeur Abdoulaye Diouf, alors vous avez écouté le président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Alors, a-t-il franchi la ligne rouge, comme le dit votre vis-à-vis? Oui, d'abord, je remercie et je salue les Sénégalais, nos compatriotes aussi qui sont hors du pays au niveau de la diaspora, qui suivent régulièrement ces émissions-là et qui apportent exactement leur contribution ou bien vraiment leur grain de sel pour l'avancement de notre pays. Mais moi, je pense que Dostoïevski n'avait pas tort en disant que le génie humain est l'ami des paradoxes. C'est la première fois qu'on voit dans l'histoire de l'humanité qu'un président qui a eu à travailler avec un ex-premier ministre qui est devenu aujourd'hui président, qui a été battu à partir de 17 heures, qui a reconnu publiquement le verdict des urnes, qui a appelé exactement son challenger pour lui témoigner toute sa gratitude et l'accompagner dans sa mission, qui est une mission tout à fait délicate, périlleuse et difficile. Mais, ironie du sort, on nous présente un véritable plat de résistance en commençant par le vol de tableaux. Disant que Wade a volé des tableaux, Wade a volé des tapis, Wade a détruit tout ce qu'il y avait au palais de la République pour l'amener. Alors que les termes du contrat étaient qu'effectivement, quelqu'un qui sort du pouvoir en acceptant le verdict des urnes, il était très très intéressant, ne serait-ce que pour que cela puisse faire tache d'huile en Afrique, qu'on puisse essayer d'aménager autant que faire se peut sa sortie pour ne pas pousser certains Mohicans ou certains barons à s'agripper au pouvoir du fait qu'après, il y aura une véritable chasse à la sorcière. Et pourtant, Wade avait donné une belle leçon de démocratie. Non pas à Macky, mais d'abord à Abdou Diouf. En 2000, quand il y a eu l'alternance, Wade avait même demandé à Abdou Diouf de le représenter quelque part et qu'effectivement, en ce moment-là, on pouvait même, en ce moment, agiter la CREI qui a été l'œuvre d'Abdou Diouf. On pouvait même encore faire pire, faire une véritable chasse à la sorcière. Parce que dans du commun des Sénégalais, c'est que le PS était un régime clientéliste, c'est un régime de népotisme et de gabegie. Et pourtant, parce que pendant plus de 40 ans de règne socialiste, au Sénégal, on avait des difficultés à avoir une alternance. C'est la raison pour laquelle Wade, en tant que fin politicien, en tant que dirigeant éclairé, a choisi la voie au moins de faire l'oubli dans certains cas, et au moins de regarder devant vers lui, c'est ce qui est à l'origine d'un certain nombre de réalisations. Moi, je ne dirais pas que Wade a franchi le Rubicon, parce qu'on dit que celui qui crache dans le vent doit s'attendre à quelque chose sur le nez. On ne peut pas comprendre. Dans un pays où la marche ne doit pas être autorisée, mais on ne fait que expliquer ça ou bien dire sa volonté de marcher, parce que dans la Constitution, c'est quelque chose qui est tout à fait reconnu de manière tout à fait statutaire et légale. Et que depuis que le PDS est dans l'opposition, on constate de jour en jour que le PDS n'arrive pas à organiser exactement une manifestation. Et vous pensez que cela est sérieux? Vous pensez que cela est tout à fait normal? Au moment où, après 2 ans de règne de APR avec Gangoram, le pays va mal, le Sénégalais se réveille totalement abasourdi du fait de politique économique, sociale désastreuse, du fait d'une équipe politique qui n'a pas les compétences ni le carnet d'adresse nécessaires, qui a mis le pays à genoux. Est-ce qu'il est tout à fait normal qu'on puisse laisser le Sénégal aller à volo, se détériorer et c'est politiquement parlant? Là, il ne fallait pas le faire. C'est la raison pour laquelle je dis, et tout à l'heure en entendant mon vis-à-vis, je pense que lui et son leader avait fait une interprétation adéquate de ce qui s'est passé le 21 au niveau de ce qu'on appelle de l'obélisque. Parce que le problème, c'est quoi? Quand un certain nombre de Sénégalais se retrouvent après 2 ans d'alternance et que celui qui était tenu de leur tenir un vrai discours n'est rien d'autre que l'ex-président, là, ça devrait être source d'interprétation et d'introspection pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Il ne faut pas prendre ces gens-là pour les demeurer. Il ne faut pas les prendre pour des curieux. Il ne faut pas les prendre pour des badauds. C'est que tout à l'heure, je vous ai entendu parler. Il a posé le problème des impôts, l'impôt sur les salaires. Mais ça pose problème. Ça pose problème. Une seule augmentation de Wade a dépassé exactement ce que l'on appelle une baisse de l'impôt sur les salaires, dont les fonctionnaires les plus gradés de la hiérarchie A1 n'ont eu qu'une incidence de 20 000 francs, parce que moi, j'appartiens effectivement à ce corps.
là, ce n'est rien d'autre que l'arbre qui casse la forêt. Continuons. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que de 2000 à 2004, Wade n'a fait aucune réalisation. La dernière fois, vous l'aviez dit. Mais moi, je me dis que quand quelqu'un nage à contre-courant de l'histoire, il est tout à fait intéressant d'attirer son attention pour qu'il évite de maquiller la réalité, pas que de 2000 à 2004. Si on ne peut même pas parler de réalisation, regardez ce qui se passe à la veille de chaque fête de Tabaski. L'exemple de cette année en est une illustration patente et plausible. Gorgorlou, qui avait des difficultés à régler les problèmes avec le deux fois régime de Diouf, qui faisait des avances de Tabaski à 25 000 francs. Wade est venu, il a fait les avances de Tabaski à 50 000 francs. Même s'il ne règle pas le problème, au moins il a doublé. Allons encore dans le fond des choses. Vous me parlez, par exemple, de ce que Macky Sall a fait au niveau de l'éducation. Vous parlez effectivement de l'hégémonie qu'on a constaté au niveau des salles de classe. Mais quand Wade est venu au pouvoir en 2000, tous ces normaliens-là qui avaient le diplôme et qui n'étaient pas affectés, c'est Wade qui avait pris le pari sur lui de les affecter, de les mettre dans les classes pour en faire des fonctionnaires, des contracteurs et ensuite des gens à qui, aujourd'hui, des gens dont on a titularisé. Encore, restons dans ce même sujet. Vous me dites que Wade n'a absolument rien fait. Je dis que ça pose problème. Auparavant, non, ok, je vous en prie. Donc, les réalisations de 2000 à 2004, on ne peut pas dire qu'il y a des réalisations réelles. Non, je vous en prie. Parce que, auparavant, être administrateur, être diplomate, être magistrat était devenu un luxe dans ce pays. Pas qu'on envoie 2 ou 4 ou 5 personnes. Avec l'avènement de Wade, au niveau de l'ENA, École nationale d'administration, au niveau de l'École nationale d'administration et de la magistrature, on se rend compte qu'on a multiplié par 40 ou 45 le nombre de magistrats qu'il y avait effectivement par formation et par... Mais est-ce que tout cela est suffisant pour justifier en tout cas le langage va-t-en-guerre Non, mais il n'y a pas de langage va-t-en-guerre. Tout à l'heure, je vous dis que celui qui crache dans le vent doit s'attendre à quelque chose sur le nez. Moi, je me dis une chose. Wade était dans un meeting politique. Wade n'est pas un enfant de cœur. Wade n'est pas du côté du régime. Il y a un discours qui tient et ce discours ne reflète qu'en ce moment-là ce que le commun des Sénégalais pensait. Parce qu'en acceptant l'alternance démocratique en 2012, on pensait qu'après une année de gestion de APR à Gangoram, qu'effectivement cette rupture tant chantée partout ne serait pas un discours creux, mais devrait être traduite en actes concrets. On reviendra. Docteur Kane, hier en conférence de presse, face à la presse, hier, l'ancien président Wade, il a expliqué, là, comme l'a dit le professeur Diouf, Macky Sall m'a attaqué, il m'a déclaré la guerre, je vais relever les défis, ça je le cite, c'est lui qui l'a dit. Il a cherché à me détruire ma famille et moi je vais le détruire et détruire sa famille. Alors, n'est-ce pas rejoindre un peu ce que disait le professeur? Georges, moi je l'ai dit tout à l'heure, un homme politique doit être responsable. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander la destinée de ce pays, être les icônes, dire qu'on va diriger ce pays et avoir un état d'esprit. Moi je l'ai dit, je suis du parti au pouvoir, mais il y a des choses aujourd'hui que je ne peux pas cautionner, que je ne vais jamais accepter parce que je suis avant tout pour le peuple. Et quand on a une certaine culture générale, on ne fera jamais l'apologie du conflit. Quand tu vois deux personnes qui se battent, n'essaie pas de voir qui a tort ou qui a raison. Arrête d'abord le conflit. Trouve une solution et après, on va résoudre le problème politique. C'est pour moi une attitude raisonnable. Moi, aujourd'hui, quand je vois un membre de l'APR insulter le président ou être du genre belliqueux, allons-y en guerre, je dis non. Parce qu'eux, ils ne vont pas perdre. La Côte d'Ivoire, ceux qui l'ont allumé, ce n'est pas eux qui ont perdu ni leur famille parce qu'après, ils les ont sortis. Donc, c'est le petit Gorgorlou, c'est ceux qui suivent aujourd'hui le président Wade, c'est ceux qui vont suivre demain le président Macky Sall et l'APR. Il n'y a que des innocents qui meurent tous les jours. Et je dis non. Il n'y a que des innocents. Vous n'avez jamais vu, même du temps où le président Wade était au pouvoir, tous ceux qui sont décédés, aucun n'est cousin ou frère ou sœur d'un homme politique. Quand ils vont dans la rue, ils n'amènent pas leurs cousins, ils n'amènent pas leurs frères, ils n'amènent pas leurs fils. Ce sont les enfants des Sénégalais qu'ils amènent pour leurs intérêts personnels. Et ça, je le dis au peuple. Les hommes politiques n'ont que leurs intérêts personnels. Quand vous les voyez attaquer le régime au pouvoir parce qu'ils veulent se positionner pour que demain, quand quelqu'un arrive, qu'il puisse avoir des postes. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut qu'on mette les intérêts du peuple et du pays au-delà de tout. Et au-delà de toutes les obédiences. On a vu aujourd'hui des responsables politiques du PDS fustiger l'attitude du président Wade. Je ne jugerai pas la nature de ces raisons. Je juge d'abord le fait. Stoppons ce fait-là, du genre je vais m'attaquer parce que je connais les conséquences. Et je leur ai dit.
Il a dit qu'il a été d'abord, c'est le président Macky Sall qui a ouvert les hostilités. Mais c'est ce que je dis, oui, et d'ailleurs, oui, c'est ce que le professeur disait tout à l'heure. Et je suis très étonné comme j'ai l'habitude de le dire. Le professeur l'a dit tout à l'heure, Wade lui-même l'a dit. Non, il l'a dit par rapport à Wade. Et c'est ce que je dis. Je dis, la posture du professeur m'a toujours étonné. Parce qu'il me donne l'impression d'être un parti PDS encagoulé. Parce que Wade l'a fait, d'ailleurs. Il a pris beaucoup de partis satellites, n'est-ce pas, qu'il a encagoulé sous d'autres formes pour donner un peu d'ampleur. N'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est le cas pour le professeur, parce que je lui accorde quand même le bénéfice du doute, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je vous rappelle qu'il est le secrétaire général de la Convergence patriotique pour l'équité et la justice. Oui, qui est un parti qui n'a rien à voir avec le PDS. Et c'est ce que je dis. Et souvent, ce qui m'étonne, je dis bien, sur certains dossiers, c'est lui qui vient au-delà de la scène pour défendre, alors que normalement, c'était les gens du PDS, n'est-ce pas? Et je l'ai dit aujourd'hui, soit quand je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, quand il dit que le président Macky Sall l'a attaqué, je me dis, pour moi, personnellement, ça me pose problème, parce que quand même, le président Macky Sall, quoi qu'on puisse dire, il a beaucoup d'égards pour le président Wade. Et faisons la différence entre ce que dit le président Macky Sall et ce que disent peut-être les journalistes, la presse et peut-être certains barons. Parce qu'aujourd'hui, même si on a un parti, même si on est un président, on ne peut compter que sur la responsabilité des hommes que l'on dirige. Mais parfois, ceux qui vont aller voir des journalistes pour dire que le président Wade a volé un tableau ou autre, ça, je pense que ce n'est pas le président Macky Sall. Et aujourd'hui, son rapport... Non, mais je veux dire, ce n'est pas lui personnellement. Moi, quand je défends le président Macky Sall, quand je parle du président Macky Sall, je ne parle pas de ce que dit X ou Y. Je parle de ce que dit le président Macky Sall et de la démarche qu'entreprend le président. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a eu que des égards pour le président Wade. N'est-ce pas? Quand il inaugurait certaines infrastructures, il avait au moins la décence et la gentillesse de dire que ça, si nous l'avons eu, Wade a sa part, n'est-ce pas, dans cet ouvrage-là, a sa part dans ses responsabilités. Et partout où il va également, il a toujours eu à féliciter le président Wade sur beaucoup de choses. Donc c'est quelqu'un quand même qui s'est toujours ouvert, n'est-ce pas, par rapport au président Wade, qui ne l'a jamais attaqué et qui n'a jamais cautionné d'ailleurs. On n'a jamais vu le président Macky Sall insulter ou dire une mauvaise parole sur le président Wade. Et je défie quiconque aujourd'hui pour me le dire. Maintenant, comme je l'ai dit, nous sommes dans une république. Il y a des principes aujourd'hui qui régissent la république. Et la réalité du Sénégal, on l'a dit d'ailleurs, depuis les indépendances, malheureusement, tous ceux qui font de la politique, ils viennent pour prendre, ils ne viennent pas pour donner. Ça, c'est une réalité. On n'a pas besoin aujourd'hui de faire une sociologie politique, n'est-ce pas, du Sénégal pour savoir. Alors, on l'a vu parmi les hommes. Et je dis ce que... Je vous explique ce que le président reproche au président Macky Sall. Et je dis bien, c'est une demande aujourd'hui qui existe. Depuis les indépendances, chaque fois qu'on nomme les hommes politiques, ils viennent pour prendre. Le PS a dirigé, n'est-ce pas, le pays pendant 40 ans. Quand le président Abdoulaye Wade faisait sa campagne, il disait que quand j'arrive, il y aura reddition des comptes. Quand il est venu, il a fait plus d'une centaine d'audits. Il a épinglé beaucoup de membres, n'est-ce pas, du PS. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a appelés, il a politisé ces rapports-là. Maintenant, les gens qui ont accepté, il les a laissés. D'autres qui ont refusé, qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a mis en prison. Et sous le régime du président Wade lui-même, je dis bien, et ça, je dis bien, c'est un principe républicain. Il a eu à prendre lui-même, je dis bien, des personnes à les mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'il les a accusés de malversation. Mais ces personnes-là, soyons sérieux, ils n'avaient pas une famille, ils n'avaient pas des enfants. Qu'est-ce qu'elles avaient fait, ces personnes? Qu'est-ce qu'elles avaient fait? Rien du tout. Pendant 5 ans, Modibo, Diop et d'autres personnes ont été en prison. 5 ans, je dis bien. Eux, ils ont fait 12 ans. Ils ont fait 5 ans de prison, jamais de procès, jamais d'audition, jamais d'enquête. 5 ans de prison. Qui a signé l'ordre pour qu'on les mette en prison? Qui était au pouvoir? Ce n'était pas le président Wade. Voilà, et maintenant, pourquoi aujourd'hui? Et non, je reviens parce que vous dites qu'il a attaqué sa famille, etc. Je précise. Nous, en tout cas, personnellement, je dis bien, nous sommes dans une république. Quand on accuse quelqu'un, on lui donne la chance, n'est-ce pas, de se défendre et on attend jusqu'à la fin du procès pour déclarer sa culpabilité ou son innocence. Justement, je vais rebondir sur ça parce qu'il y a le frère du président Aliou Sall d'ailleurs, hein, que l'ancien président accuse d'être trempé dans le pétrole. Ce dernier a réagi en menaçant d'envoyer l'ancien président en prison si jamais il ose continuer à répéter qu'Aliou Sall est actionnaire dans cette société pétrolière. Mais ce qui est ubiesque dans ces situations-là, ce qui est totalement ubiesque, c'est que c'est la première fois que on voit quelqu'un en conférence de presse qui dit si les gens là continuent, je vais continuer dans la procédure judiciaire que je suis en train d'entreprendre. Mais je dis que ça, parce que ce n'est ni Wade, ni Macky, encore moins Aliou Sall. Mais nous sommes dans un monde et nous sommes dans une époque où
il nous faut la bonne gestion, il nous faut la transparence, il nous faut l'équité et la justice sociale. Parce que le jeune homme qui vole ici un poulet risque d'être traîné bâbord tribord et incarcéré à Rebeuss. Mais aujourd'hui, on parle de milliards. Mais on dit qu'il faut arrêter. Sinon, je vais... Mais non, moi je me dis qu'on n'a pas à arrêter parce que nous devons savoir l'argent n'appartient ni à Wade, encore moins à Macky et à son frère. C'est l'argent du contribuable sénégalais. Nous devons faire de telle sorte que la vérité puisse éclater. Et là, docteur, je voudrais vous dire une chose. Moi, tout à l'heure, j'ai dit que quelque part, vous devez faire très attention. Parce que quand vous dites que Wade a pris un certain nombre de dirigeants qui étaient au niveau du Parti socialiste pour les embastiller. Mais moi, je dis que c'est la première fois, presque dans l'histoire du Sénégal, que l'ARMP épingle des gens à travers des cuillères, des clés USB qui coûtent 40 et quelques mille francs. Au vu aussi de tout le monde. On leur décerne un lot lieu, on les accueille à grand renfort au niveau des prairies marron. Et vous pensez que ça, ce n'est pas une sorte de violence? Moi, je pense que la violence dont vous parlez, ça commence d'abord par la violence verbale, ça commence par la violence gestuelle, ça commence par la violence comportementale. Parce que le jeune qui est ici à Derklé, l'autre qui est quelque part à Corentas, qui pense au moins avoir 100 francs pour se payer le beurre, ou bien 150 francs pour avoir un sachet de l'écran, lui ne peut pas rester ad vitam aeternam à croire à ce que vous venez de dire, ce que l'on appelle la croissance. La croissance ne se mange pas. Parce que si la croissance se mange, il y a certains pays qui allaient aujourd'hui être au panthéon du développement. Et malheureusement, tel n'a pas été le cas. C'est la raison pour laquelle je dis, au niveau du Sénégal, il faut que tous les patriotes sincères puissent se parler. Non pas en faisant une compromission, mais puissent se parler en tenant le langage de la vérité. Et que ce contentieux qui est là, d'abord, moi je pense que l'occasion est belle pour la CRI de s'en emparer. Mais deuxièmement, au niveau de l'Assemblée nationale, voilà, il doit y avoir une commission pour clarifier cette situation parce que les Sénégalais ne sont pas prêts à laisser leurs sous aller bâbord ou tribord parce que le Sénégal est actuellement exsangue, les gens vivent dans des conditions extrêmement misérables. Donc il est inquestion, voire hors de propos, de laisser un tel débat prospérer et il nous faut qu'il y ait des comptes réels parce que Wade a géré pendant un certain moment. Quand il est parti, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que les caisses de l'État étaient vides. Le régime est venu à un certain moment, il Seck a levé un lièvre pour dire que faites attention, on a laissé un certain nombre de milliards. Quoique tout le monde, on sait comment fonctionne un régime. Et moi, ce qui me fait mal, ce qui m'attriste, ce n'est pas parce que je défends la cause de Wade. Non, non, non. Moi, je suis du côté du peuple, je suis du côté des opprimés. Et je vois que ce qui est en train de se faire dans ce pays, ça pose problème. Comment un président quinquagénaire accepte d'être coaché par des quinquagénaires qui ont servi le peuple et le pays pendant plus de 20 ans. Alors que pendant tout ce temps, si le Sénégal pouvait être un Sénégal émergent, si le Sénégal pouvait se développer, et je pense du principe selon lequel il n'était pas contre le Sénégal, de deux, c'est des gens patriotes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas que c'est des gens qui n'avaient pas et qui n'ont pas l'opportunité, les compétences réelles et requises pour que le Sénégal puisse exactement être développé. C'est la raison pour laquelle je dis, par rapport à la situation actuelle, tout ce qui pourrait régler la situation, c'est qu'il y ait un dialogue réel, c'est qu'il y ait une confrontation, non sur le terrain, mais une confrontation des idées et qu'effectivement cela puisse être terminé au niveau des tribunaux afin que la vérité puisse jaillir. Très bien. Docteur Kane, hier, dans cette affaire d'accusation sur le pétrole, hier, on a entendu le frère du président Aliou Sall tenir une conférence de presse pour menacer d'envoyer l'ancien président Abdoulaye Wade en prison si jamais il réitérait ou maintenait ses propos. Quelques heures plus tard, à 19h, à 18h disons, le président Wade aussi a tenu une conférence de presse pour maintenir ses propos et dire que voilà, il menace aussi d'envoyer Aliou Sall en prison et exiger une commission d'enquête parlementaire. N'est-ce pas la solution? Je reviens d'abord sur ce qu'a dit, on organise une commission d'enquête parlementaire. Dit le professeur. Et comme j'ai l'habitude de le dire, moi les politiciens souvent ils m'étonnent parce que j'ai comme l'impression que nous sommes arrivés dans un pays où on veut faire feu de tout bois. Ça veut dire que quand on n'est pas au pouvoir, forcément il faut insulter, il faut tenir un discours belliqueux, il faut réveiller les consciences comme il le dit souvent pour... Ça m'étonne. Et peut-être que je dénote un manque de culture économique par rapport à certains dossiers. Quand il me dit que la croissance ne se mange pas, etc., ça m'étonne un peu parce que quand même, un État, ça se gère sur la base des indicateurs. Quand le FMI
essaie d'évaluer un pays ou quand on évalue une entreprise, c'est sur la base de quelques indicateurs. C'est le FMI qui nous a assommé avec le PAS, le plan d'investissement structurel depuis les années Diouf. Donc le FMI ne saurait être la référence en ce sens, docteur. Je vous ai écouté tout à l'heure, vous m'écoutez. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, les élucubrations intellectuelles, je crois que ça c'est à part nous. Aujourd'hui, quand on veut diriger ce pays-là, il faut venir avec des solutions. Bien, les paroles, c'est bien beau. Les discours philosophiques, c'est bien beau. Malheureusement, c'est ce que vous nous disiez, on ne l'a pas constaté sur le terrain. Mais je dis bien, les débats, il faut les poser sur les faits. Parce qu'il y a un discours aujourd'hui auquel les politiciens nous ont habitués. Malheureusement, il vous en manque. Depuis lors, on est dans une voie de garage. Professeur, je vous ai écouté. Oui, je vous écoute, docteur. Allez-y, docteur, je vous en prie. Voilà, donc c'était une précision. Et je le dis, je suis d'accord peut-être sur un point par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Dans la gestion de l'État, il faut introduire ce qu'on appelle également la mauvaise gestion, qui juridiquement aujourd'hui pose problème. Quand vous parlez des cuillères, etc. et autres, ça, c'est pas, encore une fois, il faut faire la différence entre un détournement, un vol, la corruption et la mauvaise gestion. Il y a une grande différence. Ça veut dire quelqu'un qui dirige un ministère et peut-être qui, au lieu d'acheter quelque chose à tel prix, l'achète à un autre, tant que ce n'est pas prouvé que l'argent ou le surplus n'est pas parti dans sa poche, ça, c'est ce qu'on appelle souvent la mauvaise gestion. Soit la personne elle est limogée, ou après on peut critiquer, mais c'est différent des autres dossiers. Donc ça, c'était une précision. Voilà. Maintenant pour revenir à l'affaire tout à l'heure, à la commission, et je reviens encore à la nature des politiciens. Les politiciens ont l'habitude souvent de se réveiller le matin, de prendre leur café, d'ouvrir un journal, de voir les informations et de prendre ces informations-là comme si c'était le Coran. Mais certains dossiers sont clairs aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui de cachotterie, il n'y a pas de manque de transparence. Le problème, la transparence, il faut la chercher. On ne peut pas être chez soi, on ne peut pas être inculte, on ne peut pas refuser d'aller vers l'information, refuser d'aller rechercher l'information et vouloir après être informé. Si on veut être informé par des canaux, ça pose problème. Je reviens sur le dossier du président Wade, mais avant ça, même sur ArcelorMittal qu'ils ont développé. Alors que le dossier ArcelorMittal, c'est un dossier très simple. C'est un dossier qui a été piloté depuis le régime de Wade. Depuis, je dis bien, le régime de Wade, ils ont introduit ArcelorMittal, ils l'ont renvoyé, n'est-ce pas? Ils ont pris une autre société qu'ils ont également renvoyée. ArcelorMittal a fait un procès contre, n'est-ce pas, l'État du Sénégal. Kumba, la société Kumba a gagné son procès. Et ça, c'était sous Wade. Donc, les erreurs qu'ils soulèvent aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Ceux qui avaient rompu de manière unilatérale des contrats internationaux qu'ils avaient signés. Et c'est nous, je le précise, nous, le président Macky Sall, qui a remboursé toute cette dette, plus de 50 milliards que nous avons sortis des caisses de l'État à cause de certaines attitudes, n'est-ce pas, de l'ancien régime. Donc aujourd'hui, on a payé toute la dette, n'est-ce pas, pour Kumba, la société Kumba, alors que c'était les gens, la faute revenait au régime de Wade. Donc les 50 milliards pratiquement aujourd'hui sont épuisés, il ne reste que 13 ou 23 milliards, n'est-ce pas, à payer, après on éponge notre dette. Maintenant pour le cas de Arcelor, ça aussi c'était un contrat unilatéral avec l'État du Sénégal, notamment c'est Wade qui a signé. Ils ont eu un contentieux, on a été devant les tribunaux, n'est-ce pas? Il y a eu une première évaluation, je dis bien, Arcelor a évalué, l'État du Sénégal a évalué, et les gens confondent souvent une évaluation pour aller devant le tribunal et le résultat d'un procès où le tribunal dit vous allez payer à telle personne telle somme. Combien de fois des journalistes ont été attirés à la barre où la personne demande 500 millions aux journalistes et finalement c'est 1 million ou 500 000 ou 200 000 francs que la personne gagne. Donc ça c'est reconnu. Quand on a été faire les évaluations, l'État du Sénégal a évalué, ArcelorMittal a évalué, et ce sont des procédures qui allaient nous prendre 10 ans, 20 ans, et ce qui est sûr, le chiffre d'évaluation qu'ils donnaient, tout le monde sait, toutes les personnes averties qui ont l'expertise juridique savent que ça, on gonfle pour ensuite avoir le minimum. Mais ce n'était pas l'argent qu'on allait avoir. Et on préfère aujourd'hui négocier, nous épargner les 10 ans, les 15 ans, les frais d'avocat, parce que les grands cabinets, c'est eux qui vont défendre ces dossiers-là. Ce ne sont pas les grands cabinets, que ce soit sénégalais ou internationaux. Demander des pourcentages. Plus le procès est long, plus également on va pas rentrer. Donc on a négocié avec ArcelorMittal. La négociation c'était quoi? On leur a dit aujourd'hui, au lieu d'aller en procès 10 ans, vous allez nous payer 150 millions de dollars. Ils ont remis ces 150 millions de dollars et en même temps aussi ils ont pris l'engagement de nous remettre les études de faisabilité. Parce que souvent aussi les gens oublient. Une étude de faisabilité pour un projet comme ça, les gens ont dit 4 ans, mais moi je dirais même parfois 8-9 ans. Et ce sont des études également qui coûtent des milliards. Donc ces études-là faisaient 50 millions de dollars. Donc ce qu'ils nous ont donné cash et qui est entré dans les caisses de l'État, plus maintenant l'étude, ils ont donné leur engagement et ils vont remettre l'étude qui a coûté presque 50 millions, ça faisait 200 millions et on l'a mis dans les caisses de l'État. Et le ministre des Finances vous a expliqué
par où l'argent est passé. Maintenant, je reviens sur le cas, la question que vous avez posée. L'enquête parlementaire, je ne reviens pas sur l'enquête. Moi, je reviens sur ce que le président Wade a dit. Je ne suis pas l'avocat de M. Sall. Mais ce que Wade oublie sur ce dossier-là, c'est que toute la procédure, n'est-ce pas, avec M. Timis, c'est lui-même qui l'avait endossé. Tous les décrets ont été signés par le président Wade lui-même. C'est lui qui a octroyé les concessions avec le Karim Wade. Et Timis, toutes les personnes aujourd'hui qui sont dans ce milieu-là savent que Timis est un ami, n'est-ce pas, de Samuel Sarr. C'est Samuel Sarr qui l'a introduit au Sénégal. C'est eux-mêmes qui lui ont remis ses concessions. Quand le président Wade est parti, c'est un homme d'affaires. Il s'est lié en relation d'affaires avec le frère du président Macky Sall qui n'occupe aucune fonction ministérielle. Et il l'a nommé comme gérant. C'était une société anonyme à responsabilité unipersonnelle. Il l'a nommé comme gérant. Ce n'était pas un actionnaire. Il n'est pas membre de cette société, n'est-ce pas? Il l'a pris et ça, tous les hommes d'affaires le font. Quand tu arrives dans un pays, si tu penses que telle personne peut maintenant servir tes intérêts en termes de rouage, il l'a nommé comme administrateur. Mais la société dont le président Wade parle, peut-être qu'il est un peu amnésique, mais c'est une société dont tous les marchés, tout ce qu'elle a eu à obtenir au Sénégal, c'est le président Wade et Karim Wade et Samuel Sarr. De toute façon, on verra bien. Maintenant, je termine sur la commission. Sur la commission, je dis bien, l'affaire là, il n'y a aucun secret, tous les dossiers sont là. Je crois même la presse aujourd'hui détient les décrets de nomination, les décrets d'attribution, détient tout. On parle de commission parlementaire quand véritablement la personne apporte des preuves ou des éléments que les gens ne maîtrisent pas. Mais ce dossier-là, je le dis bien, vos confrères journalistes ont tous les dossiers. Voilà, de toute façon, Wade penche pour une commission d'enquête parlementaire, donc mieux vaut y aller avant d'aller devant les tribunaux. Je crois que ça, tout le monde, pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Je peux donner une précision là, juste une précision, et ça c'est par rapport peut-être à mon frère Sall. Vous savez, en politique, la communication ou la stratégie elle est subtile. Quand ton adversaire, c'est comme un jeu d'échecs, avance un pion, il faut savoir qu'est-ce qu'il vise derrière ces pions-là. Moi, je pense que les gens sont en train de tomber dans son piège. Parce que ce qu'il recherche effectivement dans ces cas de figure-là, justement, c'est que les gens le suivent. Ça veut dire qu'il dit, c'est un homme politique. Ce qu'il dit, il sait qu'il n'a pas les preuves, mais il sait également, en le disant, qu'est-ce qu'il risque. Et il sait également qu'aujourd'hui, quand les gens porteront plainte, qu'est-ce qu'il va faire? Le procureur va... On est dans un pays de justice, le procureur va suivre. Mais aujourd'hui, Wade, vous le convoquez devant le tribunal. Mais c'est tous ces partisans que vous aurez, qu'on aura un cas Karim Biche. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il ne faut pas le suivre dans sa stratégie. Parfois, il y a des moments où le silence est d'or. Voilà, Wade a des meilleure réponse. Il n'en a pas, mais là, c'est peut-être la justice qui le dira, ou bien la commission d'enquête parlementaire qu'il appelle de tous ses voeux. Là, donc, ça va nous permettre de passer au deuxième thème de notre débat de ce jour, qui concerne donc la francophonie. Là, le 15e sommet donc oblige. Aujourd'hui, on parle de francophonie, beaucoup de Sénégalais en parlent. Pourtant, beaucoup de Sénégalais aussi ne savent pas effectivement qu'est-ce que la francophonie, au point même que certains acteurs en arrivent à dire que la francophonie, ça a une conclusion, disent que la francophonie, c'est une nouvelle forme de recolonisation ou bien le prolongement de la colonisation. Raison pour laquelle on a même entendu des activistes comme organiser un contre-sommet pour dire non au sommet de la francophonie. Alors, professeur, est-ce que ces gens ont raison d'organiser, dire non au sommet de la francophonie ou bien le considérer comme un prolongement de la France-Afrique ou bien de la colonisation? Oui, pour la francophonie, je pense que je serais très à l'aise en tant que professeur de langue, surtout en tant que professeur d'espagnol. Je voudrais vous dire, docteur, que l'art de tirer toujours la couverture sur soi, ça ne règle pas les problèmes. Tout à l'heure, je vous ai vu faire un jeu de mots en parlant de mauvaise gestion et autres. Mais c'est tout à fait grave qu'on puisse nous parler dans ce Sénégal-ci des clés USB à plus de 40 et quelques euros. Alors qu'en Espagne, le ministère de la Santé a démissionné pour des soupçons de corruption. On est à la francophonie. J'en passe. Ce que je voudrais dire, François Fanon avait dit que celui qui apprend ma langue apprend ma culture. Celui qui apprend ma culture subit le poids de ma civilisation. Et est-ce que nous avons un peu essayé de nous interroger sur l'impact de la francophonie? Mais ni tété, la ferme volonté et les dispositions du peuple burkinabé, demain, on devrait être dans les préparatifs de mettre effectivement Blaise Compaoré au trône de la France comme président de la francophonie. Et vous imaginez tout ce que cela fait. On ne s'arrête pas là. Imaginons un peu que Le Pen, le Front National, actuellement avec ses idées qu'il a et le racisme ambiant en Europe,
qu'il puisse arriver à être président au niveau de la France, que ce soit Lépine ou bien sa fille. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, nous avons d'autres enjeux beaucoup plus importants. Nous avons d'autres choses à faire que de célébrer une francophonie qui n'est rien d'autre que la région du Sénégal, en ce sens que, mais le Sénégal aujourd'hui, au Sénégal, les entreprises françaises font légion. Prenez Total, prenez Orange. Mais qu'est-ce qu'on va faire de la préférence nationale? Ces Sénégalais qui ne sont sortis de nulle part, qui ne sont pas allés à l'outre-tombe, qui sont restés dans ce pays, qui sont devenus des entrepreneurs tout à fait efficaces, diligents, on les laisse de côté pour effectivement préférer la préférence étrangère. Non seulement ils viennent piller nos sous-sols, non seulement ils viennent ici installer leur base militaire, mais ils continuent encore à travers leur langue et à travers ce genre de festivités qu'est la francophonie à toujours imposer leur dictat sans pour autant nous le dire. C'est la raison pour laquelle je pense que, disons, dans un troisième millénaire qui est tout à fait critique, parce que les Sénégalais, les Africains, en un mot, les citoyens du monde sont en train de se poser un certain nombre de problèmes. Leur devenir, des questions d'existence, des questions de nourriture, des questions d'émancipation intellectuelle, matérielle. À partir de ce moment-là, on nous sert encore la francophonie. Ouais. C'est la raison pour laquelle, non, je termine, c'est la raison pour laquelle je dis, la francophonie ne saurait être une panacée. En ce sens que depuis qu'on a créé la francophonie, on n'a pas vu des changements notoires dans le vécu des peuples. Sinon, ils continuent de subir le dictat de la France et une exploitation impitoyable de leurs ressources au détriment des Sénégalais ou bien des Africains méritants au moment où les Français continuent de se gaver de nourriture, de nous sucer tel des sangsues. Et c'est la raison pour laquelle je dis que l'organisation d'un tel sommet ne devrait pas être un obstacle à la célébration ou bien à des manifestations, à des marches. Pourquoi? Quand le G8 se rencontre, nous voyons exactement que les altermondialistes sont là au niveau de l'enceinte où les réunions se passent. Les altermondialistes, ils posent les véritables défis, ils posent des véritables questions. C'est là donc que je dis que ceux qui ont envie de manifester, ceux qui ont envie de faire des panels, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on les entende, qu'on puisse laisser cette politique de la voie de son maître, car cela ne saurait prospérer et ne garantit pas des lendemains meilleurs et tranquillisants. En ce pense que l'être humain aspire à plus de liberté, l'être humain aspire à plus d'indépendance, l'être humain aspire à une émancipation réelle et non à une émancipation dont le soubassement n'est rien d'autre que l'esclavage qu'on a subi des années et qui nous a retardé et continue de nous retarder encore. Voilà, docteur Kane. Êtes-vous de ceux qui pensent que voilà, la francophonie, c'est une francisation du Sénégal ou de l'Afrique, ou bien en tout cas de tous ces pays qui se réclament de la francophonie? Vous savez, Georges, moi, il y a certaines acrobaties intellectuelles quand même qui ne me donnent pas envie de tout tuer. Parce que quand même, je crois qu'il faut dépasser ce discours des années 60, des années 70, toujours à dire que le mal, c'est l'autre. Et je crois que Didier Awadi l'a chanté il y a de cela quelques années, le bourreau de l'Afrique est noir. On crée tous nos problèmes, mais on a toujours envie de trouver un coupable ailleurs. Je suis désolé, tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est l'œuvre des Sénégalais. Soit des politiciens, soit au moins d'autres catégories. Je ne vois pas... Non, c'est trop facile de toujours mettre les choses. Tant qu'aujourd'hui, un individu pour pouvoir changer, il faut d'abord reconnaître sa part de responsabilité. Nous avons notre pays... Ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui, je dis bien de manière quotidienne, c'est l'œuvre des Sénégalais, c'est l'œuvre des Africains. Si on ne veut pas faire de guerre, on ne fera pas de guerre. Si on veut faire, n'est-ce pas, de l'économie, on fera de l'économie. On me parle d'entreprises françaises, mais je suis désolé quand on prend... Vous n'avez jamais vu deux entreprises françaises se bagarrer via la presse parce que l'une d'entre elles a gagné un marché. Au contraire, tu gagnes, l'autre entreprise te félicite. Elle peut t'aider, elle t'appuie par le joint. N'est-ce pas? Mais c'est qu'au Sénégal où tu verras un entrepreneur sénégalais à qui on remet un marché et tu verras tous les autres entrepreneurs lui tirer dessus parce qu'on ne veut pas qu'il obtienne le marché. Et après, par voie de presse, oui, pourquoi il l'a, pourquoi... Et quand on donne ça à des Français, tout le monde dit que oui, c'est la colonisation. Il faut savoir ce que l'on veut. Le problème de l'Afrique, le problème du Sénégal, il est sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes à l'intérieur du Sénégal. La francophonie, même si vous dites aujourd'hui que cela ne nous apportera absolument rien du tout, d'accord, mais également, cela ne peut pas créer notre sous-développement, cela ne fera pas de nous un pays pauvre parce qu'ils n'ont comme aujourd'hui, ça ne crée pas le sous-développement, docteur. Bon, c'est pourquoi je dis, il faut être cohérent, monsieur, quand vous parlez.
C'est pourquoi je dis le discours que vous avez, c'est le discours des années 60. Je termine, parce que moi je vous écoute religieusement quand vous parlez. Voilà, quand vous parlez, je vous écoute. Je dis bien aujourd'hui, quand on parle de piller nos ressources, quand on pille, etc. Mais ce n'est pas la francophonie, je dis bien, qui pille nos ressources. Nos ressources sont pillées par qui? Qui signe les décrets? Ce sont des Africains, ce sont des Sénégalais comme vous et moi. Lui, il ne fait que ça. Les États n'ont pas d'intérêt. Les entreprises n'ont pas d'amis, pardon. Les entreprises aussi, c'est la même chose, n'ont pas d'amis. Nous sommes dans une concurrence mondiale aujourd'hui. Toutes les entreprises se bagarrent, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient... Ne pensez pas que c'est le blanc qui est là et le noir. Même les Asiatiques se bagarrent. Aujourd'hui, on a vu le procès de Apple et de Samsung. C'est à coups de milliards, les gens se battent. Et même aujourd'hui, quand vous allez à travers le monde, les gens ne parlent même plus d'économie, comment on appelle ça encore, de politique. On parle d'économie. Quand on parle de géopolitique, je termine. Non, je voulais poser la question autrement parce que vous parlez d'économie. Justement, l'économiste écrivain Jacques Attali estime qu'il faut dépasser l'organe l'OIF et la transformer en union économique francophone. Et justement, je termine. Georges, je termine mon argumentaire. Je disais qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la géopolitique, nous sommes dans la géoéconomique. N'est-ce pas? Tout est question se battre. Même aujourd'hui, les formations, quand vous les voyez, parfois des écoles qui s'appellent écoles de guerre. École de guerre, on n'enseigne pas là-bas la guerre. On enseigne aujourd'hui l'économie, mais l'économie sous l'angle, n'est-ce pas, de la bagarre et de la bataille. Parce que les entreprises se battent. Qu'on soit français, qu'on soit autre chose, c'est pas ça le problème. Et aujourd'hui, vous avez parlé d'économie. C'est pourquoi je dis que les gens ne sont pas là pour parler de Senghor, de Molière. La francophonie, c'est pas ça. Ce sont des prétextes économiques que les gens essaient de trouver. Et peut-être parfois, il faut avoir de la culture économique pour le comprendre. Parfois, on voit des États se regrouper à travers un océan, n'est-ce pas, l'union de la Méditerranée avec la Libye et les autres pays. On voit des États se regrouper grâce au football. Aujourd'hui, tout est devenu question de business. Donc, quand on fait la francophonie au Sénégal, c'est un prétexte, n'est-ce pas, de regroupement parce que c'est un réseautage. Quand les gens viennent, on parlera un peu de français, un peu de francophonie. Et quand vous regardez aujourd'hui, il y a combien de forums, n'est-ce pas, économiques qui ont été organisés en marge, n'est-ce pas, de la francophonie. Il y en a combien? Voilà, justement. Il y en a combien? On ne parle pas de français, on ne parle pas de... Georges, je vais terminer juste sur un point. En parlant de francophonie, il faut que les gens arrêtent, n'est-ce pas, de dire toujours aujourd'hui ce qui est fait est fait. Il faut proposer des solutions parce que le français dont on parle, les Japonais, n'est-ce pas, à une époque, qu'est-ce qui s'est passé avec la révolution du Meiji? Quand ils ont compris que la langue de bataille à l'international, c'était l'américain, et que c'est eux qui maîtrisaient les trucs, il y a eu la révolution du Meiji qui consistait à prendre les Japonais, à les amener en Angleterre et aux États-Unis, à leur apprendre la langue et à leur apprendre les techniques, après les faire revenir. Donc aujourd'hui, préciser, il faut nous dire aujourd'hui, quand on enlève le français, n'est-ce pas, nos étudiants qui sont ici aujourd'hui, après leur bac, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Et quelle langue il faut mettre à la place? Voilà, merci. Et à quel moment et à quel époque? Prenez l'exemple de ce qui se passe en Amérique latine avec El Mercosur. Quand on a voulu leur parler de la Espanda, des pays qui sont colonisés près à 100% au niveau de l'Amérique latine par l'Espagne. Mais eux, ils ont préféré avoir El Mercosur, cette entité économique qui puisse leur permettre de faire des échanges entre eux et de gagner collier, d'être toujours spoliés, exploités par effectivement ce que l'on appelle l'ex-colonisateur. C'est la raison pour laquelle je dis, docteur, il faut que nous fassions très attention. Il n'y a pas de réseautage au niveau de la francophonie. Au niveau de la francophonie, ce n'est rien d'autre que des leaders qui se retrouvent. Et à partir de ce moment-là, la France essaiera de voir quels sont les leaders qui sont beaucoup plus enclins à sa politique pour pouvoir les mettre sur la sellette. C'est la raison pour laquelle on était en train de préparer Blaise Compaoré. Mais heureusement que le peuple burkinabé a réglé l'affaire d'une manière extraordinaire et retentissante pour donner une leçon à tous les autres barons et dictateurs qui veulent perpétuer la voie de son maître et cela ne saurait prospérer. Et pour terminer, je dis, moi je pense qu'au Sénégal, on a d'autres préoccupations. Au Sénégal, on a des problèmes extrêmement aigus et la seule solution serait au moins de voir une entité économique qui puisse nous faire développer au lieu de donner nos Français parce que les locaux et les nationaux qui plus ou moins se crèvent le chignon quand on a octroyé un marché à quelqu'un d'autre. Mais généralement, quand le problème est porté au niveau de la justice casse le marché. Ce qui veut dire que pensez-vous maintenant, pour finir, que pensez-vous maintenant de cette proposition de Jacques Attali de remplacer l'OIF, l'organisation de la francophonie, par une organisation
économique francophone. Cette proposition est la bienvenue en ce sens que les pays en voie de développement ont beaucoup plus besoin du concret réel que de la théorie rose ou bien de la théodicée, parce que ça ne fait pas avancer. Depuis Mathusalem, le pays va à volo et il n'est plus question que nous puissions continuer dans un tel système où le risque continue d'être riche, le pauvre toujours devient pauvre et n'arrive pas à avoir les moyens de production nécessaires à sa survie. Georges, Voilà, oui. oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez parlé de l'évolution économique, n'est-ce pas, de la francophonie. C'est pourquoi je dis que souvent... Et même parfois politique, parce que... Il faut aller vers l'information. C'est pourquoi je dis souvent, les gens, ils préfèrent écouter, n'est-ce pas, la radio, entendre parler. Mais malheureusement, nos politiciens ne vont pas vers l'information. Je ne sais pas s'il a participé à des forums où s'il est... averti quand même du point de vue informationnel par rapport à la francophonie. Mais la francophonie, les hommes d'affaires, je dis bien sénégalais, peut-être que c'est lui qui est là en train de respecter. Mais aujourd'hui, les hommes d'affaires sénégalais, au moment où je vous parle, vous allez dans, je ne vais pas citer les hôtels, mais tous les hôtels de la Corniche, quand vous y allez, vous n'entrez pas. Moi, ce matin, il a fallu que j'aille chercher un badge pour entrer. Quand vous y entrez, mais tous les hommes d'affaires sénégalais sont là-bas. N'est-ce pas, hein? B2B avec d'autres hommes d'affaires turcs, libanais, etc. Les choses se font. Maintenant, quand on est en marge justement de ce qui se passe, n'est-ce pas, quand on est derrière les rideaux, et juste pour jeter après vous êtes en train de dire que la francophonie, ce n'est plus une histoire de langue ou de culture. Je suis très désolé, il n'y a aucun impact économique dans ce cas. C'est pourquoi je dis vous êtes en déphasage informationnel. Non, c'est vous qui êtes en déphasage. Non, pas que là. Et la décence de m'écouter au moins. Moi, je ne coupe jamais. Je dis bien, ceux qui pensent aujourd'hui, il n'y a pas de forum, il n'y a pas de regroupement à travers le monde où les gens prennent des avions, venir, n'est-ce pas, payer des millions juste pour le simple plaisir de parler de français. Il n'y en a pas. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut avoir la culture économique. Pour savoir aujourd'hui tout ce que tu organises, où il y a du monde qui vient, n'est-ce pas, tu as toujours des sponsors, tu as toujours des gens qui vont venir. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours derrière les rideaux les aspects économiques. C'est un prétexte, je dis bien. On essaie toujours de voir à travers le monde quel est le prétexte qu'on peut obtenir pour économiquement regrouper les gens. Aujourd'hui, je dis bien, il y a eu plus de 800 délégations. 35, 40, 50 chefs d'État ne vont pas prendre leur avion, venir en Afrique pour parler de Ronsard et de Molière. Les gens viennent parce qu'il y a de l'argent, les gens viennent parce qu'il y a un soubassement économique qui est là. Ils le font des années, depuis des années ils le font, c'est parce qu'ils y trouvent leur compte. Un homme d'affaires français, un homme d'affaires chinois, un homme d'affaires américain ne va pas prendre son avion pendant je ne sais pas combien de sommets de la francophonie, venir avoir autant de monde et sans pourtant qu'il y ait des retombées économiques. Ça, par contre, je dis bien, avoir une culture économique pour le penser. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent derrière. Maintenant, comme je dis, quand on a un discours aujourd'hui arriéré, quand on a un discours des années 70, où on a de vieux thèmes aujourd'hui qui ne servent absolument à rien du tout, où on met tout sur le dos du français, on met tout sur le dos de la francophonie, on se trompe d'adversaire. On va donc... On se trompe d'adversaire parce que si la francophonie avait réglé ses problèmes, quelle serait la pertinence du Club de Paris? C'est le docteur, vous êtes en train de ramer à contre-courant de l'histoire. C'est parce qu'il vous manque des informations crédibles, claires, concrètes par rapport à la situation. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de faire cette théodicée. Je suis dans la situation. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie. Les hommes d'affaires dont vous parlez, non. Nous avons dans notre parti des hommes d'affaires qui ont eu à contribuer pour le développement exactement du pays. Quel parti? La CPG-NLR. Je dis que nous avons en notre sein des hommes d'affaires. J'aimerais bien participer à votre réunion. En dehors de vous, je ne connais personne dans votre parti. Ah bon, c'est ce que vous pensez. Parce que quand vous avez une conception biaisée de la politique, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu dire, nous les politiciens. Non, nous ne réclamons pas politiciens. Nous sommes des hommes politiques parce que notre dessein, c'est quoi? Attirer l'attention des Sénégalais devant ce hold-up qui est en train de se préparer et toute cette messe qu'on est en train d'organiser en fermant l'autoroute à péage, en privant Gourgourou qui est déjà... Mais vous avez un récépissé que vous empruntez, que vous prêtez à n'importe quel politicien. Mais non, je vous en prie. Vous avez un récépissé. Tout homme politique qui a envie d'y aller, vous lui prêtez votre récépissé. Depuis 2009, nous avons créé notre parti. C'est la première fois qu'on est parti en alliance avec quelqu'un. Et d'ailleurs, si vous me dites ça, ça me fait rire, ça me montre qu'en quelque part, vous méconnaissez les règles de la politique. Parce qu'en déposant la CA 2000, lorsque Wade venait au pouvoir, il y avait plus de 7 partis qui ont déposé les listes. C'est ce que je c'est dommage. Nous reviendrons donc. Merci. Le débat était intéressant. Merci. Malheureusement, le temps est terminé. Merci au docteur Abdourahmane Kane, qui est membre de la Convergence des cadres républicains et membre du réseau aussi des enseignants de l'APR. Merci au professeur Abdoulaye Di Abdou Mbacké Diouf. Il est le secrétaire général de la Convergence patriotique pour la justice et l'équité NLR. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Nous souhaitons par ma voix donc la bienvenue aux chefs d'État qui viennent au 15e sommet de la francophonie. Passez un excellent week-end. Merci beaucoup.
Merci.